Voilà, alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je m'entends deux fois. Ça marche maintenant sans que je m'entende deux fois. Magnifique. Voilà, tout le monde, la bienvenue à la maison de l'Union européenne ce soir pour cette première conférence Let's Talk Europe. Et je suis ravie que j'ai avec nous ce soir André Gillissen, collègue, on a travaillé ensemble à Bruxelles. Je vais te présenter plus en détail, mais pour vous dire pourquoi on voulait lancer cette série de conférences, parce qu'on entend toujours et toujours, aussi par des gens qui sont profondément convaincus de l'Union européenne et de sa valeur ajoutée, on entend toujours que c'est Bruxelles qui décide, c'est Bruxelles qui dicte, qui est Bruxelles qui impose. Et j'en ai vraiment tellement marre. Je peux plus entendre ça. Bruxelles, c'est qui, c'est quoi? Et c'est avec cette série, en fait, qu'on aimerait bien exposer et faire parler les acteurs européens eux-mêmes, qu'ils nous disent ce qu'ils font, qu'ils nous disent leur valeur ajoutée, que eux ils parlent. Ça, c'est le but de cet exercice, c'est de donner la parole vraiment aux acteurs européens, et celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le Conseil européen. Vous avez toute une liste de dates qui sont dehors. Vous pouvez voir quand ça vous arrange de venir passer des soirées avec nous à cause des travaux. Dehors, nos sessions à l'heure du midi seront plus limitées parce que ça fait quand même beaucoup de bruit dehors. Alors nos conférences seront plus en fin d'après-midi, le soir. Ça arrange peut-être pas tout le monde, mais moi non plus forcément, mais ça sera comme ça pour un bon bout de moment. Voilà, alors ce soir, André Gillissen, merci d'être avec nous pour la Saint-Valentin. C'est quand même une journée spéciale. André est le chef de cabinet adjoint de Donald Tusk, le président du Conseil européen. André est de nationalité luxembourgeoise. Il a fait ses études à l'Institut d'études politiques à Paris, un MA et un LLM à l'Université de Nottingham. Et il a une longue expérience professionnelle au sein du secrétariat du Conseil. Il connaît très très bien les institutions. Ce soir, il va parler du Conseil européen. Conseil européen qu'il ne faut pas confondre avec Conseil des ministres, qui rassemble les ministres des gouvernements élus, que ce soit les ministres des Transports, les ministres de l'Agriculture, qui ont un pouvoir législatif. Ce n'est pas non plus le Conseil de l'Europe. Ça, c'est un organe intergouvernemental qui rassemble 47 ou 48 pays. Le Conseil européen réunit les chefs d'État et de gouvernement. Il définit les grandes orientations et les priorités politiques de l'Union européenne. Il n'adopte pas d'actes législatifs. Et ça, il faut comprendre. Évidemment, il était au milieu de la gestion de différentes crises dont André va nous parler aussi ce soir, que ce soit la migration, que ce soit les relations avec la Russie, que ce soit aussi le Brexit. Et je crois que là, au Conseil européen du mois de mars, ça sera mais probablement le sujet à l'ordre du jour des chefs d'État et de gouvernement. On travaille tous, je crois, toutes les institutions aussi sur le road to Sibiu, en amont aussi des élections européennes. On en parle à chaque fois qu'on se rassemble ici, ces élections. Mais la journée de l'Europe, le 9 mai, les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir à Sibiu. Et peut-être, André, tu peux en parler quelques mots aussi, parce qu'à ce moment-là, ça sera aussi très, très important pour... ce sera une réunion des 27 et pas des 28 chefs d'État et de gouvernement à Sibiu pour parler de l'avenir de l'Europe, comment est-ce qu'on souhaite travailler ensemble. Une autre chose qui sera à l'ordre du jour d'un des prochains, peut-être plus tard, pas au mois de mars, mais le Conseil européen est aussi responsable pour la nomination du futur président de l'institution que moi je représente, la Commission européenne. Et je crois que ça aussi, ça sera un moment important parce qu'après, ça sera au Parlement européen d'accepter
cette nomination ou de valider cette nomination. En tout cas, pour moi, ma part, j'ai appris un mot aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. KISS, keep it short and simple. C'est approprié pour la Saint-Valentin. Alors, moi, je resterai short and simple. J'aimerais bien que vous profitez de la présence d'André ce soir, qui va parler du Conseil européen. Je remercie Kim Miranda, qui travaille dans mon équipe, qui va faire la modération par après. On attend vos questions, vos commentaires. On est là pour ça. Et évidemment, après, la commission vous invite pour boire un verre d'amitié, de l'amitié ensemble, pour terminer et clôturer la soirée. Voilà. André, je te passe la parole. Merci Yoriko, et merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir de revenir à Luxembourg. Je crois que Yoriko a déjà très bien expliqué ce que c'est le Conseil européen et ce que ce n'est pas. Et en tous les cas, mon intention ce soir n'était pas de vous faire une conférence académique sur les origines et le rôle du Conseil européen, mais je pensais que c'était peut-être plus utile que tout simplement je partage avec vous l'expérience de ces 4 années passées au sein du cabinet Tusk. Et pour résumer un peu mon propos, je dirais que dès le premier jour où Tusk a pris ses fonctions, on a été confronté à une série de crises lourdes. La guerre en Ukraine, la crise de la migration, la crise grecque, les attaques terroristes, le Brexit, des relations plus difficiles avec Washington, etc. Et ce que je vais essayer de vous expliquer de manière un peu optimiste, c'est que je crois qu'on a été capable, au cours de ces 4 années passées, à répondre à ces crises de manière individuelle. Mais je crois aussi que prises dans leur ensemble, ces crises ont créé un véritable choc pour l'Union européenne. Vous savez, les marins ont une légende que lorsqu'il y a une certaine température dans l'eau de mer, lorsqu'il y a un certain type de courant, lorsqu'il y a un certain type de vent, tous ces éléments ensemble créent une tempête parfaite. Et cette tempête parfaite, c'est une tempête auquel aucun navire ne peut résister. Et parfois, moi, j'ai eu cette impression qu'avec le choc du Brexit, le choc de la crise de la migration, etc., on était face à ce genre de tempête parfaite, avec peut-être une distance plus grande qu'avant entre les citoyens et l'Union européenne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces crises, sinon je devrais parler pendant 2 heures. Mais si vous voulez entrer plus dans le détail de l'un ou l'autre élément, on pourra le faire après, lors du débat. Donc d'abord, la Russie. Alors bien sûr, le conflit en Ukraine était là avant que Tusk ne prenne ses fonctions. Et de fait, je me rappelle très bien que le premier jour de son mandat, donc le 1er décembre 2014, il a fait un discours où il disait que, et je cite, « La Russie n'est plus un partenaire stratégique, la Russie est bien un problème stratégique ». Et je crois que ça résume bien l'état d'esprit avec lequel il a pris ses fonctions. Donc la crise en Ukraine n'était pas neuve, mais dès la fin 2014 et début 2015, la situation à l'est de l'Ukraine a profondément empiré. Et on pouvait craindre qu'au-delà de Donetsk et Luhansk, d'autres régions de l'est de l'Ukraine puissent faire sécession, ou que même d'autres régions de l'Ukraine, comme la Crimée, pourraient aussi faire l'objet d'une annexion illégale. Mais dès le début, je crois que la priorité pour Tusk, et j'ai même son obsession, c'était de préserver l'unité des 28 et de ne pas laisser la Russie nous diviser. Et ce n'est pas évident parce que pour des raisons d'histoire différentes, de positions géographiques différentes, pour des raisons économiques, les différents États membres peuvent avoir des sensibilités différentes à l'égard de la Russie. Et donc ça a toujours été un défi de veiller à ce que les 28 gardent une position commune vis-à-vis de la Russie. Et je crois pouvoir dire avec un certain succès, parce que depuis 2014, tous les 6 mois, le Conseil européen discute de la situation en Ukraine et à chaque fois, par consensus, renouvelle les sanctions à l'égard de la Russie. Et de la même manière, par consensus, le Conseil européen met un lien très clair entre les sanctions et la mise en œuvre des accords de Minsk. Et par consensus, le Conseil européen a aussi décidé qu'il était important de lutter contre les tentatives de désinformation menées par la Russie. Donc Russie, ensuite terrorisme.
Alors, le terrorisme aussi s'est imposé assez rapidement à l'ordre du jour du Conseil européen et malheureusement de manière répétée. Alors, les différentes attaques qui ont lieu ici ou là, je crois qu'ont révélé un certain nombre de faiblesses au niveau européen. Et donc, le Conseil européen a essayé de prendre un certain nombre de mesures pour y pallier. Par exemple, en soutenant une meilleure coopération entre les services de sécurité, en imposant le retrait rapide de contenu terroriste sur Internet, ou encore en rassemblant les données des voyageurs qui prennent l'avion. Mais pour moi, ce que je voudrais souligner dans ce contexte, c'est que l'Union européenne ne peut pas être la seule réponse face au terrorisme, ni même la réponse principale. Pour nous, c'est clair que la responsabilité première dans la lutte contre le terrorisme, ça demeure au niveau national, au niveau des États membres. Et puis, bien sûr, la crise de la migration. Alors, la migration, ce n'est pas un phénomène nouveau, et je crois que c'est inévitable que l'Europe, continent stable et prospère, attire les migrants. Mais je crois que peu de gens avaient prévu la dimension de la crise migratoire qui a frappé l'Europe en 2015. Et je me rappelle toujours du mois d'octobre 2015 où, en l'espace de 4 semaines, vous aviez 215 000 personnes qui ont traversé de la Turquie vers la Grèce. Et donc, à l'évidence, en 2015, nous avions perdu le contrôle de nos frontières. Ce qui pour moi est un fait important parce que l'une des raisons d'être de la puissance publique, c'est bien de protéger les frontières. Et donc, à mon avis personnel, j'insiste sur le fait que c'est mon avis personnel, face à cette crise de la migration, je crois qu'on a eu un mauvais départ. D'abord parce qu'on a eu une discussion très difficile au sein du Conseil européen sur la question des quotas obligatoires de migrants qui devaient être redistribués en Europe. Et moi, j'ai rarement vu au sein du Conseil européen des discussions aussi difficiles au sein du Conseil européen, des discussions aussi émotionnelles et qui ont laissé des traces encore aujourd'hui. Je crois aussi, à mon avis, qu'on a fait quelques erreurs, parce que si vous annoncez que l'Europe va prendre des quotas de migrants, si vous annoncez qu'on va envoyer plus de bateaux en Méditerranée, en fait, on invite les réseaux mafieux à organiser plus de départs des migrants. On estime qu'en l'espace d'une année, les réseaux mafieux qui organisent le voyage des migrants de manière illégale ont gagné plus de 4 milliards d'euros. Donc, d'où les efforts du Conseil européen de progressivement apporter une réponse à la crise de la migration, mais je dirais aussi, plus important, progressivement reconstituer le consensus au sein des 28 qui, comme je l'ai dit, ont été profondément divisés. Donc, sans rentrer dans le détail, je dirais qu'on a lancé une opération maritime qui se concentre sur la lutte contre les réseaux de trafiquants et sur la formation des gardes-côtes des pays voisins. La décision, qui fut une décision politique très difficile, de fermer les frontières le long des Balkans, donc de la Grèce jusqu'à l'Autriche. Un accord avec la Turquie pour que celle-ci accroisse ses efforts pour prévenir le départ de migrants depuis ses côtes. Et un soutien à l'Italie dans ses efforts de coopération avec les gardes-côtes libyens. Et je crois que ça a été avec un certain succès parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crise de la migration. Or, il y a peut-être une crise politique, mais le fait est que le nombre de migrants qui arrivent en Europe aujourd'hui sont plus bas qu'avant le début de la crise en 2015. Alors, un dernier mot sur le Brexit, ou plutôt 2 commentaires, si je peux. Là aussi, le premier commentaire, c'est pour souligner à quel point les 27 sont restés unis. Et là aussi, ce n'est pas évident parce que différents États membres ont potentiellement des intérêts différents dans ce contexte. Et même certains États membres, objectivement, ont même des intérêts communs avec le Royaume-Uni. Mais ce qui me frappe, c'est que dès le lendemain du référendum, on a convoqué un Conseil européen à 27 qui a défini une ligne, et cette ligne, elle est toujours la même aujourd'hui. Alors, on l'a précisé, on l'a développé, mais ce qu'on a décidé il y a 2 ans et demi, ça reste la ligne des 27. Donc, pas de remise en cause des fondations de l'Union européenne, et en particulier le besoin de préserver le marché intérieur. Deuxièmement, dire qu'on est prêt à avoir avec le Royaume-Uni une relation qui soit la plus proche et la plus forte possible, mais en rappelant que toute relation avec un pays tiers doit être basée sur un équilibre d'intérêts et un équilibre d'obligations. Donc ce qu'on a toujours dit, c'est que le Royaume-Uni peut être la Norvège ou peut être comme l'Ukraine. Donc la Norvège a beaucoup de droits, mais elle a aussi beaucoup d'obligations. La Norvège en particulier doit contribuer au budget de l'Union européenne. Ou alors le Royaume-Uni peut être comme l'Ukraine, avoir peu d'obligations, mais aussi peu d'avantages.
Et enfin, le troisième point qui est toujours et plus que jamais d'actualité, c'était de préserver les intérêts de l'Irlande et d'éviter le retour à une frontière dure entre les deux Irlandes. Et comme je le disais, les 27 sont restés pleinement unis sur cette ligne. Alors le deuxième commentaire, c'était pour souligner un peu la réflexion que le Brexit a suscité au sein des 27. Dans les jours qui ont suivi le référendum au Royaume-Uni, on a rapidement eu une demande de plusieurs chefs d'État de convoquer un Conseil européen. Et donc effectivement, quelques mois après, au mois de septembre, on a convoqué un Conseil européen spécial à Bratislava, en Slovaquie. Mais très rapidement, le message qu'on a eu des différents chefs d'État et de gouvernement des 27, c'est qu'ils ne voulaient pas que ce Conseil européen parle de Brexit. Au contraire, ils voulaient qu'on parle d'autre chose, pour montrer qu'après le départ du Royaume-Uni, nous, les 27, on est prêts à travailler ensemble, à continuer à travailler ensemble et aller de l'avant. Alors, en préparation de cette réunion, au sein du cabinet de Tusk, on avait entamé une réflexion, en se posant la question, mais pourquoi est-ce que les Anglais ont voté pour quitter l'Union européenne? Et donc, Tusk avait consulté beaucoup de gens, enfin beaucoup d'intellectuels, de chefs d'entreprise, de syndicalistes anglais. Et le message, enfin, bien sûr, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les Anglais ont pu voter non. Mais celui qui nous a frappé le plus, c'est un peu la force du slogan Take Back Control. Hein, on veut reprendre le contrôle. Il nous a semblé que pour de nombreux citoyens britanniques, il y avait le sentiment que dans le contexte de la globalisation, ils étaient perdants. Et que l'Europe, au lieu d'être perçue comme un moyen de contrôler cette globalisation, en fait, était l'instrument de cette globalisation. Et pour eux, quitter l'Europe, ça voulait dire reprendre le contrôle de leurs frontières, de leur migration et de leurs lois. Mais ce qui nous a frappé aussi, en y pensant, c'était que le phénomène qu'on avait vu au Royaume-Uni n'était pas un phénomène restreint au Royaume-Uni, que dans beaucoup d'autres États membres, il y avait un peu ce sentiment aussi, et que beaucoup de citoyens en Europe, il nous a semblé, perçoivent l'Union européenne comme le problème plutôt que comme la solution. Par exemple, si vous prenez Schengen, pour nous, c'est bien sûr un acquis formidable. Mais pour beaucoup de gens, la libre circulation, ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler qui traverse nos frontières. Les accords commerciaux avec d'autres pays, encore une fois, pour nous, c'est le principal facteur de croissance et donc d'emploi en Europe. Mais pour beaucoup de gens, de plus en plus, les accords commerciaux, pense-t-il, c'est quelque chose qui affaiblit nos normes sociales, qui affaiblit nos normes environnementales et qui met en cause nos emplois en Europe, et ainsi de suite. Et je pense que pour trop longtemps, ces préoccupations ont pu être balayées de la main avec l'argumentaire que c'était juste une expression du populisme. Mais ce faisant, je crois qu'on a laissé l'espace de débat public monopolisé par les partis populistes. Hein, je pense que les partis populistes, pour les appeler comme ça, apportent de mauvaises solutions, mais je crois qu'ils posent des questions tout à fait légitimes. Et en fait, quand on regarde les sondages en Europe, quand on demande aux gens, mais qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Dans la plupart des pays, c'est toujours la même chose. C'est 1, la migration, 2, la sécurité, et seulement en 3, c'est l'économie. Et c'est pour ça qu'on a fait ce Conseil européen spécial à Bratislava, pas pour parler de Brexit, mais pour lancer un message sur ces 3 dossiers. Donc sur la migration, le message était que nous ferons tout ce qu'il faut pour que plus jamais on perde le contrôle de nos frontières comme en 2015. Sur la sécurité, sur le plan interne, c'était l'Union européenne peut aider, mais c'est vraiment aux États membres et aux services nationaux de lutter contre le terrorisme. Sur le plan externe, avec le départ du Royaume-Uni et un nouveau président à Washington, ça fait du sens que l'Europe accroisse ses efforts en matière de défense. Et sur l'économie, le message était que le commerce reste la principale source de croissance et d'emploi, d'où notre volonté de conclure de nouveaux accords avec le Canada, avec le Japon, avec le Mercosur, mais aussi sans naïveté, hein, en disant que nous aussi, nous devons renforcer nos instruments de protection commerciale. Donc j'ai beaucoup parlé, maintenant ce sera à vous. Mais donc pour conclure, je dirais que je crois que le leitmotiv du Conseil européen face à toutes ces crises, ça a été de rester unis, que les 27 restent unis face à ces différentes crises. Depuis le Brexit, comme je l'ai dit, je crois qu'il y a une détermination de faire porter les efforts sur les sujets qui préoccupent réellement les citoyens. Hein, comme dit Tusk, il nous faut apporter de vraies solutions aux vrais problèmes. Et ainsi, j'espère pouvoir démontrer aux citoyens que l'Union européenne, plutôt que la source des problèmes, peut en fait être une partie de la solution. Alors pour finir, on dit souvent que l'Union européenne est en crise,
Et c'est vrai que, comme je viens de le dire, on fait face dans beaucoup de pays européens à une transformation rapide du système politique, mais ce n'est pas un phénomène restreint à l'Europe. Hein. Et si vous voyez ce qui se passe aux USA ou au Brésil, je crois que c'est assez comparable. Et puis moi, j'ai tendance à contester l'idée selon laquelle l'Union européenne est en crise. Face à toutes ces crises que je vous ai décrites, l'Union européenne n'est pas restée paralysée, elle a réagi, et parfois rapidement. Et on ne peut pas non plus dire que l'Union européenne fait face à une crise de défiance de la part des citoyens. Là aussi, si vous regardez les sondages, jamais l'Union européenne n'a été vue de manière aussi positive que depuis les années 90. Hein. Je crois que le dernier sondage, c'est que 62% des citoyens ont une image positive de l'Union européenne et 77% des citoyens de la zone euro pensent que l'euro est une bonne chose. Donc ce n'est pas pour faire preuve d'autosatisfaction, mais je crois que pour nous, la prochaine étape, ce sera au mois de juin, le Conseil européen qui doit fixer les priorités pour les 5 prochaines années. Et plus que par le passé, je crois qu'il lui faudra mettre l'accent sur des réponses concrètes à apporter sur tous ces sujets dont je viens de vous parler. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je souhaite aussi remercier M. Gillison aujourd'hui pour son exposé et aussi saluer tout le monde qui nous regarde depuis YouTube parce qu'on est en live stream. Donc bienvenue, merci beaucoup pour l'exposé sur l'Union européenne qui a révolu des crises, mais avec une petite note positive, effectivement. Bon, on a encore pas mal de challenges devant nous. Peut-être aussi, je passe tout de suite la parole à vous. En effet, c'est un débat, donc je vous invite à poser plein de questions pour un peu animer et voilà, profiter de l'occasion que M. Gillison soit avec nous ce soir. Peut-être quelqu'un déjà? Oui. S'il vous plaît. Une question simple pour commencer. Comprendre la différence entre le rôle de M. Tusk et le rôle du président pour 6 mois. Donc, il fait quoi? Et une deuxième question plus compliquée. Je me demande souvent, je vois les pays européens se mettre d'accord sur des questions concrètes et en même temps, je vois des pays beaucoup s'inquiéter de la situation de liberté fondamentale dans le pays voisin. Comment coordonner ces deux approches qui ont l'air d'être, ça concerne les mêmes pays, mais c'est comme si c'était un visage de Janus. De temps en temps, on travaille ensemble, de temps en temps, on estime que l'autre fait des choses horribles. Alors, la première question qui n'est pas si simple que ça, sur les rôles respectifs du président du Conseil européen qui est nommé pour 5 ans et la présidence du Conseil des ministres qui effectivement change tous les 6 mois. Alors, en principe, c'est 2 institutions différentes. L'une, c'est les chefs d'État, l'autre, c'est les ministres dans les différents secteurs. Mais en pratique, la distinction entre les deux est quand même assez ténue parce que le Conseil européen est en quelque sorte l'institution qui chapeaute le Conseil des ministres. Le Conseil européen est préparé par le Conseil des ministres et les décisions du Conseil européen sont mises en œuvre par le Conseil des ministres. Donc, c'est pour ça que malgré le fait que le traité de Lisbonne nous ait donné une architecture institutionnelle un peu compliquée, ça marche parce qu'il y a une coopération très étroite entre le président du Conseil européen et le Premier ministre dont le pays préside le Conseil des ministres. Donc, de manière typique, le président du Conseil européen, Tusk, parle avec son homologue de la présidence tournante régulièrement. Et à notre niveau, nous voyons les collègues de la présidence quasiment tous les jours pour s'assurer que ce que fait le Conseil européen et ce que fait le Conseil des ministres va dans la même direction. Et je crois que la présidence tournante est quand même aussi importante, surtout dans les nouveaux États membres, parce que quand ils ont la présidence, je crois que c'est un message à leur population que oui, ils sont vraiment membres de l'Union européenne, puisqu'ils maintenant ils la président. Donc moi, je crois que je reste attaché au concept de présidence tournante. Alors, la deuxième question, c'est plus difficile pour moi d'y répondre parce que je suis fonctionnaire européen et parler en public sur la situation de tel ou tel État membre, c'est un peu compliqué. Alors, peut-être je peux en échapper en faisant une réponse plus générale, qui est juste une réflexion un peu plus personnelle. Mais enfin, moi, j'ai grandi avec l'idée qu'une fois que vous devenez une démocratie libérale, vous l'êtes pour toujours. Et une fois que vous êtes dans l'Union européenne, vous l'êtes pour toujours. Moi, j'ai appris à l'école que ne plus être une démocratie, ça arrive du jour au lendemain à cause d'un coup d'État militaire comme en Amérique latine ou à cause d'une
invasion extérieure comme dans les pays d'Europe de l'Est, mais qu'en général, voilà, vous êtes une démocratie libérale et vous le restez. Mais c'est vrai que ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que sous le choc de ces différentes crises, dans certains pays, il y a des choses qui se passent et qui montrent que il peut y avoir un processus un peu incrémental. Donc tous les jours, on change une loi, on change une règle, et c'est pas grand-chose. Mais pris de manière cumulée, un jour, vous vous réveillez dans un pays complètement différent. Donc moi, je n'ai pas la réponse à la question que vous posez, mais c'est une question, c'est peut-être la seule question qui me garde réveillé la nuit, parce que j'ai bon espoir qu'on arrive à régler toutes ces crises, hein, migration, Brexit, Grèce, etc. Mais là où l'Union européenne n'a pas les instruments pour répondre au genre de situation que vous évoquez, mais pour moi, mais encore une fois, c'est mon avis personnel, la réponse, c'est de se tourner vers les populations concernées. Hein, je veux dire, on a le gouvernement qu'on mérite, on a le gouvernement qu'on élit, d'où l'importance de participer justement à ces élections. Peut-être encore quelques d'autres questions. Je passe juste derrière et je reviens vers vous, madame. Bonsoir. En fait, je voulais juste faire 2 commentaires en premier. C'est que dans le préambule de l'Union européenne de 1956, il est marqué que les États sont censés, je dirais, en anglais, surrender their sovereignty, pour créer l'Union européenne. J'ai grandi avec ça puisque je suis née en 67 et j'ai vu l'Europe se construire. Elle s'est construite, elle s'est intégrée, on a été de plus en plus, elle a fait de plus en plus de choses puisque jusqu'en 92, en gros, il se passait pas grand-chose à part le traité, enfin ce truc sur l'agriculture. Et aujourd'hui, j'ai un sentiment assez bizarre où je vois les choses repartir dans l'autre sens. L'idée, c'est qu'on est censé faire les choses ensemble. Or, tous les jours, vous nous parlez en permanence des États membres, des nationalismes, des drapeaux, des choses comme ça. Et ça me fait extrêmement peur parce que l'Europe a été créée, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, justement pour que ça n'arrive plus. Et le deuxième commentaire que j'ai à faire, c'est que c'est très gentil de dire tout ça, mais à la sortie, en fait, ce qui s'est passé en Angleterre, parce que j'y vis très souvent aussi, c'est que les populations dont vous parlez, en fait, ne savent pas ce que fait l'Europe. Est-ce que vous faites un sondage dans la rue, vous leur demandez pourquoi le roaming n'existe plus, ils ne savent pas que c'est une réglementation européenne. Et je peux en citer comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et je pense que le gros problème de l'Europe, c'est qu'elle n'a jamais communiqué sur ce qu'elle faisait pour ses populations. Et par conséquent, il est très très simple derrière, effectivement, de critiquer, surtout quand c'est des questions populistes, ça c'est simple. Et moi, je voulais savoir, dans votre plan et dans ce que vous comptez faire, est-ce qu'effectivement, on va un jour parler d'Europe un peu plus fédérale, puisque nous vivons tous ensemble, les générations plus jeunes, en fait, n'ont pas de passeport, mais ont un passeport européen. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans ce sens-là? Parce que tant que vous continuerez à parler d'États membres, même si je comprends pourquoi, et que vous commencerez pas à parler, je dirais, de réelle intégration, je vois pas où on peut aller. On va redevenir un marché commun, ce que les Anglais ont effectivement rejoint en 1974. Merci. Merci. Bah, vous ne serez pas surprise que moi j'ai une perception un peu différente des choses. Pour moi, les États membres sont tout aussi légitimes que les institutions européennes, sinon plus légitimes que les institutions européennes. On fait l'Europe pour les États membres. Et pour moi, il y a 2 sources de légitimité en Europe. Il y a une légitimité européenne qu'on voit par le biais des élections européennes, mais il y a aussi une légitimité très importante qui est celle des États membres. Et moi, je travaille pour l'institution qui représente les États membres. C'est pour ça que j'ai plutôt mis l'accent sur ce côté-là. Et là aussi, on peut avoir une perception différente, mais moi, dans ce que je vois pas beaucoup d'appétit pour un grand saut fédéral. Et mon opinion personnelle, mais elle n'engage que moi, c'est justement en parlant trop de aller vers une Europe plus fédérale sans les États membres qu'on fait le lit. Les lois qui sont votées, que les États membres appliquent, en fait, sont votées par le Parlement européen et négociées ensemble par les membres dans les différentes institutions. Parce que ça, c'est quand même la réalité. Est-ce que quelqu'un l'a dit aux populations? Donc la plus importante élection, c'est l'élection du Parlement européen par rapport aux élections locales. Enfin, pas locales, je dirais nationales dans les États membres. C'est pour ça qu'il y a ce genre de débat qu'organise la Commission européenne. Je crois qu'on n'a jamais autant communiqué qu'aujourd'hui, avec Twitter, etc. Et pour moi, le problème, ce n'est pas un manque de communication, ce n'est pas un manque d'information. Vous pouvez tout trouver sur Internet. Le problème, à mon avis, c'est qu'un nombre croissant de citoyens ne font pas l'effort de lire cette information. Si vous limitez votre accès à l'information à votre page Facebook,
c'est clair que vous ne serez pas informé sur l'Europe. Et je crois que ce qui me frappe aujourd'hui, que la moindre décision européenne, le moindre document européen, vous y avez accès. Donc vous pouvez savoir, si vous étiez intéressé par les négociations commerciales avec les USA, bon, qui sont maintenant arrêtées, sur le site internet de la Commission, vous trouvez... Merci. Monsieur Gillison, vous aviez évoqué les problèmes météorologiques auxquels est confrontée l'Union européenne qui pourraient aboutir dans un perfect storm. Dans ce contexte, vous n'aviez pas encore mentionné la position un peu bizarre de l'Italie actuellement, qui semble poser deux problèmes simultanément. Ce sont des problèmes économiques, les problèmes pour le réseau bancaire italien, la dette de l'État italien, et ensuite une espèce d'agressivité par rapport à la politique étrangère qui a mené au retrait de l'ambassadeur français de Rome. Et aujourd'hui, chose encore plus étonnante, c'est M. Tajani qui s'est prononcé, revendique le retour de Nizza, vu que la cession de Nizza par Garibaldi en 1860 aurait été inégale, sans demander l'avis de la population, etc. Alors, je ne suis pas le porte-parole de M. Tajani ni du Premier ministre italien. Et en tant que fonctionnaire, c'est un peu difficile pour moi de commenter un différend entre deux États membres. Mais pour rejoindre un peu la première question, je crois que c'est effectivement l'expression d'un certain malaise en Europe. Et pour moi, la seule manière d'y répondre que je vois à notre disposition, c'est d'essayer de montrer concrètement que l'Union européenne peut apporter des solutions aux différents problèmes, plutôt que les fausses solutions très simples qui sont proposées par les uns et les autres. Moi, je suis fonctionnaire européen depuis assez longtemps, et c'est vrai que je n'ai pas en mémoire des tensions aussi fortes entre différents États membres. Le seul souvenir que j'ai, c'est peut-être l'Autriche au début des années 2000, mais sinon, effectivement, on est dans un monde un peu neuf. Monsieur ? Bonsoir à tous et merci d'être là aujourd'hui. J'ai deux questions. Alors je suis aussi un collègue, mais alors je suis un collègue un peu particulier parce que je suis bénévole aussi pour les réfugiés. J'aurais deux questions, une sur le droit d'asile et une deuxième qui va concerner justement la crise. Tout à l'heure vous avez parlé d'un succès. J'ai du mal à le voir quand on compte les morts en Méditerranée de cette année ou de l'année passée, les enfants mineurs qui ont disparu depuis qu'ils sont rentrés en Europe. Et alors, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que les 4 crises que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est pas une seule crise du populisme? Parce qu'au départ, quand le groupe de Visegrad et M. Orban avaient cette vision-là de la migration et qu'on est un peu allé dans son sens, au lieu de prendre peut-être le sens de Merkel, est-ce que c'est pas justement là des relents plutôt de populisme qui créent une crise? Alors quand on parle de crise migratoire, sur 258 millions de migrants, 7 millions étaient des Africains qui sont venus sans papier, ce qui représente 0,5% de la migration au monde, dans le monde. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une crise? Et la deuxième chose, là c'est parce que je suis juriste, et je voudrais vous demander comment on peut pondérer dans ce cas-là la protection de nos frontières avec un droit inaliénable à l'asile qui sous-entendrait de fouler le sol européen pour pouvoir déposer l'asile. Merci. Mais je crois que justement l'expérience de ces années passées montre qu'en prenant des mesures qui avaient un effet d'appel, il y a plus de gens qui ont traversé et plus de gens qui sont morts. Moi, j'ai en souvenir la lettre qu'avait écrite le directeur Europe d'Amnesty International, donc basé à Bruxelles, qui a démissionné l'an passé et qui a fait une lettre publique, mais dans laquelle je me suis complètement retrouvé, en disant, voilà, on pourrait espérer être dans un monde idéal où le droit d'asile serait absolu. Mais le fait est que les populations ont une préoccupation croissante face à cette crise de la migration. Et il pose la question, si on n'avait pas fait d'accord avec la Turquie, si on n'avait pas fermé la frontière des Balkans, si les Italiens n'avaient pas fait d'accord avec les gardes-côtes libyens, si on avait continué à avoir 250 000 personnes venir chaque mois en Europe, vous imaginez le genre de gouvernement qu'on aurait en France, qu'on aurait en Allemagne? Et je pense que ce seraient des gouvernements qui n'auraient aucune hésitation à déchirer toutes les règles de droit européen et international en la matière. Donc je crois que justement pour préserver ce droit d'asile, il faut aussi montrer aux citoyens qui ont une préoccupation légitime qu'on est aussi là pour protéger nos frontières. Et puis je crois qu'il faut distinguer des frontières terrestres des frontières maritimes. Quelqu'un qui arrive de Serbie en Hongrie
sous le droit international, on peut très bien argumenter que la Serbie est un pays sûr. Il n'y a pas d'obligation à laisser quelqu'un qui est en Serbie, peut dire, en Hongrie. Alors, bien sûr, dans la mer, c'est très différent. Il y a une obligation de secours. Et une fois qu'ils sont secourus, il y a une obligation à les apporter en Europe et évaluer leurs demandes éventuelles d'asile. Mais là aussi, pour nous, plutôt que d'envoyer plus de bateaux, la réflexion était essayons d'agir à la source. Donc, d'empêcher les gens de partir des côtes turques. Vous avez des gens qui vont dépenser l'épargne d'une vie, 5 000 $, qui vont risquer leur vie et la vie de leurs enfants. Ils arrivent en Europe et souvent, parce qu'ils ne viennent pas de pays qui ont un problème de droits de l'homme ou ils ne viennent pas de pays qui sont en guerre comme le Bangladesh, ils sont déboutés, ils sont renvoyés. Donc pour nous, le message, c'était ne dépensez pas vos 5 000 $, ne risquez pas vos vies, mais il y a d'autres moyens de venir en Europe. Hein. Il y a des moyens légaux de venir en Europe qui sont toujours ouverts, mais aussi pour répondre aux préoccupations croissantes des citoyens. Comme je le disais, l'essence même de la puissance publique, c'est de protéger la frontière. Et donc, si on dit aux citoyens, mais désolé, on est incapable de protéger nos frontières, alors ils se dirigent vers d'autres offres politiques. Merci. J'aimerais tout d'abord revenir sur l'intervention de Madame, la précédente intervention de Madame, pour apporter quelques précisions. Madame a dit que 80% des lois en vigueur dans les États membres émaneraient de l'Union européenne. Or, je pense que là, il y a une toute petite confusion, puisque selon le principe de subsidiarité, l'Union européenne n'est autorisée à légiférer que là où les États membres n'ont pas à légiférer. C'est-à-dire que les États membres sont souverains en matière de législation. Et par contre, ce que peut faire effectivement l'Union européenne, c'est de proposer des règlements ou des directives en vue d'une harmonisation, en vue d'un progrès, d'une amélioration de législation existante. Bon, donc en fait, en réalité, ce sont seulement 20% approximativement de la législation applicable dans les États membres qui ont une origine uniquement européenne. Ça, je voulais le dire. Si certains ne sont pas d'accord, qu'ils n'hésitent pas à le dire par la suite. Ensuite, c'est vrai que le Conseil européen, c'est la voix des États membres en premier et que la voix des citoyens en Europe, c'est le Parlement européen. Et j'aimerais à ce propos citer, rappeler un fait relativement récent. Je suis, moi, personnellement, une fédéraliste convaincue. J'aspire à ce que l'Union européenne prenne de plus en plus d'importance dans le monde, parle d'une seule voix, que les États membres se mettent plus souvent d'accord pour agir ensemble. Pour moi, tout ça, ce sont des évidences. Je sais par contre que je ne représente pas la majorité des citoyens européens. Et pour preuve, je vais vous citer ce qui s'est passé lors de la préparation des prochaines élections européennes au Parlement européen. Certains députés, enfin certains membres du Parlement européen étaient en faveur de la présentation de listes européennes pour les prochaines élections européennes. C'est-à-dire qu'au lieu que chaque État membre présente des listes nationales de personnes qui les représenteraient ensuite au Parlement européen, certains avaient imaginé qu'il serait possible de regrouper des... J'ai éteint le... Non, ça marche. Qu'il serait possible de présenter des listes sur lesquelles se présenteraient des Anglais, des Néerlandais, des Suédois, des Français, des Espagnols, des Roumains. Ça avait été un grand projet, une grande idée, et je pense que nous étions plusieurs à s'enthousiasmer pour cela. Et malheureusement, le Parlement européen, dans son ensemble, a rejeté ce projet pour les prochaines élections européennes. Merci. Alors, sur le premier point, je ne suis pas juriste, mais je crois qu'en fait, ça dépend. Hein. Il y a des domaines de compétences exclusives où seule l'Union européenne peut légiférer. Il y a des domaines de compétences partagées, et puis il y a des domaines où l'Union européenne n'a aucune compétence. Mais j'avais aussi une remarque sur ce que vous disiez par la suite. Moi, je suis toujours un peu inconfortable avec l'opposition entre le Conseil européen et les citoyens. Moi, je crois, qu'est-ce qui peut être plus démocratique que 28 chefs d'État et de gouvernement démocratiquement élus qui se réunissent pour décider? Pour moi, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas. Mais je rappellerai quand même que c'est déjà possible d'avoir des candidats sur votre liste qui viennent d'autres États membres, si vous le souhaitez. Donc il y a déjà une possibilité là, si vous le souhaitiez. Si vous avez une liste européenne, vous pouvez avoir un Français, un Roumain, un Bulgare, etc.
Oui, une question, Bruno Terré. J'ai plusieurs PPE, l'ADE et autres, et les membres. Il y a des membres tout à fait incompatibles au sein d'un même mouvement à un moment donné. Il y en a qui sont plus démocrates et l'autre moins. On l'accepte, il n'y a pas de sanction par rapport à ceux qui sont libéraux, qui sont démocrates, et ceux qui ne le sont pas. Alors là, on a un problème d'amalgame aujourd'hui pour des questions d'identité politique. Après, deuxième point, c'est Siemens et Alstom. Aujourd'hui, on reconnaît que l'Europe, par rapport aux autres continents, par rapport à la mondialisation aujourd'hui, doit faire bloc. Et je déplore qu'on n'ait pas l'Airbus du train aujourd'hui, qu'on a pu l'avoir. Et Siemens et Alstom, on avait l'opportunité entre l'Allemagne et la France aujourd'hui d'avoir vraiment une industrie européenne face au monde, face à la Chine. C'est-à-dire avoir un Airbus du train qu'on ne peut pas réaliser. Et je trouve ça dommage aujourd'hui. Je pense que ça nécessite de revoir un petit peu nos règles de concurrence par l'Europe, pour avoir une Europe forte, plus démocratique, plus compétitive aujourd'hui. Donc ça me semble tout à fait important. Et voilà, c'est les deux grands points. Et j'ai un autre point aujourd'hui, c'est que c'est Saint-Valentin, c'est l'Europe, c'est Europa. Europa, c'est une femme. Et nous avons une représentante, Yuriko, qui est présente, qui fait un travail remarquable. Et je voudrais lui dire qu'on aime l'Europe et on lui offre voilà, un petit cœur, quand même, pour lui dire qu'on le remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que je me concentrerai sur la deuxième question, si je peux, sur Siemens et Alstom. Alors, dans un sens, c'est un vieux débat. Il y a toujours eu un peu deux conceptions de la politique industrielle en Europe. L'une un peu plus française, un peu plus, visant un peu plus à protéger, et l'autre un peu plus libérale, un peu plus nordique, et met plus l'accent sur les règles de concurrence. Alors maintenant, dans l'affaire Siemens et Alstom, moi je comprends que la Commission, elle a appliqué le droit. Hein, alors, est-ce qu'il faut changer ce droit ? Je pense que c'est une question qui va se poser, et en particulier, je crois que le prochain Conseil européen au mois de mars, qui va beaucoup parler d'économie, je crois que ce sera une question qui va se poser. Et au mois de juin, lorsque les chefs d'État vont approuver le programme de l'Europe pour les 5 prochaines années, je suis sûr que de la part de plusieurs États membres, il y aura le souhait effectivement de peut-être avoir un œil neuf sur notre politique de concurrence. Il y a, pendant la deuxième moitié de l'année, il y aura plusieurs nominations en perspective. Le président de la Commission européenne, le président du Conseil européen, le mandat de M. Tusk viendra à échéance, le président du Parlement européen et le président de la Banque centrale. Donc il y aura, je crois, de belles batailles politiques aussi. Dans ce contexte, est-ce que le Conseil européen va cette fois-ci accepter la procédure des Spitzenkandidaten? Je crois que le Parlement européen se trouve dans une position de force pour imposer son candidat. Et puis une autre question, lors de la proposition de M. Juncker en juin 2014, le Conseil européen avait retenu dans ses conclusions, une fois que la nouvelle Commission aura été mise en place, le Conseil européen examinera le processus futur de la nomination du président de la Commission dans le respect des traités. Est-ce que quelque chose a été fait dans ce domaine? Alors, en fait, je peux répondre aux deux questions en même temps, parce qu'effectivement, suite à la phrase que vous avez citée, au mois de février de l'an passé, les chefs d'État ont eu une discussion justement sur les nominations et sur les méthodes de nomination. Et dans ce contexte, ils ont effectivement parlé de la procédure dite de Spitzenkandidaten. Alors moi, je dirais que l'Union européenne, c'est le règne du droit, et le droit, c'est le traité. Et le traité a une procédure. Et le traité prévoit que les chefs d'État, à la lumière des élections européennes, proposent un candidat, et après, il appartient au Parlement européen de se prononcer. Alors la procédure de Spitzenkandidaten, c'est un peu faire les choses à l'envers. Mais les chefs d'État en ont parlé et il n'y avait pas de consensus. Hein. Je crois que le mood dans la salle, c'était si vous êtes une nouvelle configuration du Parlement européen, et je crois que les deux institutions parviendront à un accord pendant l'été. Ce que je voulais ajouter, je crois que c'est un cas typique quand même de ce que les Allemands appellent le Verfassungsrecht et la Verfassungswirklichkeit. Je crois que cette fois-ci aussi, la Verfassungswirklichkeit va s'imposer.
je crois avoir lu que le président de la Commission a proposé une union personnelle ou quelque chose de ce genre-là entre le président du Conseil et le président de la Commission. Jusqu'ici, j'avais conçu le Conseil des ministres, pas forcément le Conseil européen, comme un genre de chambre haute, mais avec des droits plus étendus que dans un Sénat. Est-ce que cela changerait vraiment l'équilibre si M. Juncker et sa proposition arrivaient à un résultat concret? Je crois que ça changerait complètement l'équilibre interinstitutionnel et je ne vois pas forcément comment ça peut marcher parce que les gens, je sais que vu de l'extérieur, c'est un peu compliqué d'avoir deux présidents, mais ils ont des rôles très différents. Celui de la Commission, c'est de proposer, et puis le président du Conseil européen, c'est de gérer la négociation entre les États membres. Et comment est-ce que vous pouvez être à la fois arbitre et proposer? Je crois aussi que mon chef dirait sans doute que c'est une question qui n'intéresse personne. Dans le sens que pour nous, tous dit toujours apporter de vraies solutions aux vrais problèmes. Alors, crise de la migration, oui. Crise grecque, oui. Mais le mécano institutionnel, je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'appétit, surtout que ça nécessiterait de changer le traité. Et je crois non plus qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit pour changer les traités. Pour revenir à un autre thème que vous aviez évoqué au démarrage, l'influence de la Russie en Europe. Donc il semblerait maintenant que la Russie serait à l'origine de beaucoup des troubles, aurait financé certains partis politiques, etc. Mais il y a une grande divergence, semble-t-il, des attitudes entre certains pays européens qui sont plutôt, qui voient la Russie d'un œil positif, la Grèce, Chypre, l'Autriche, l'Italie, et d'autres pays qui ont une peur historique de la Russie, comme la Pologne et les pays baltes. Donc, comment est-ce que l'Europe peut établir une espèce de consensus en ce qui concerne les relations avec la Russie, chose qui devrait aussi être responsable de la création d'une armée commune et aussi définir les relations envers les États-Unis, vu que les États-Unis sont très loyaux en ce qui concerne par exemple la Pologne. Donc, c'est la Russie qui semble diviser les États membres européens en ce qui concerne leur attitude envers la Russie. Non, mais je crois que vous avez raison, que différents États membres ont une perception un peu différente de la Russie. Je me rappelle que quand l'avion MH117 avait été abattu, pour des raisons, enfin par hasard, j'étais ces jours-là en Grèce et après j'étais allé en Lituanie. Et effectivement, les réactions lorsque vous parliez avec des gens en Grèce et lorsque vous parliez avec des gens en Lituanie, c'était un peu différent. Mais ce qui me frappe, c'est que malgré ces différences, on est resté unis. Hein. Tous les 6 mois, depuis 4 ans, les 28 États membres ont renouvelé les sanctions à l'égard de la Russie. Donc je crois qu'on a justement réussi à préserver notre unité à l'égard de la Russie. Armée européenne, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'on fait déjà beaucoup. Les États membres coopèrent beaucoup, tant sur le domaine industriel que concrètement en termes d'opérations militaires. Non, sauter le pas à une armée de type fédéral, je crois qu'on en est assez loin. Et je crois aussi qu'il faut, enfin pour nous, ça a toujours été une priorité d'éviter toute duplication avec l'OTAN ou d'éviter toute tension avec l'OTAN, qui effectivement demeure, je dirais, le security provider le plus important en Europe. Donc, depuis 4 ans, ce qu'on a essayé de faire, c'était de développer les relations entre l'Union européenne et l'OTAN, parce qu'on fait face aux mêmes défis, mais on a des outils différents. Donc, on essaie de travailler plus en parallèle avec l'OTAN, mais je crois encore que la perspective d'une armée commune européenne est quand même relativement distante. Est-ce qu'on peut espérer ou s'intéresser à ce que le Conseil européen ait une opinion sur les relations avec la Chine? C'est quand même le grand pouvoir qui monte. Et c'est quelque chose qu'on évoque très, très rarement, l'Europe face à la Chine. Et effectivement, c'est pour ça que l'un des thèmes principaux du prochain Conseil européen sera les relations avec la Chine. Et il y a beaucoup de dimensions différentes. Hein. Il y a nos relations commerciales, les tensions géopolitiques dans cette partie du monde, le triangle Chine, USA, Europe. Donc il y a beaucoup de thèmes dont parler. Et effectivement, c'est pour ça que le président Tusk a décidé d'en faire un sujet majeur
pour les chefs d'État lors du prochain Conseil européen. Oui, au niveau du traité de Lisbonne, il y a eu quelques avancées, notamment que l'Europe puisse parler d'une seule voix. On a une commissaire très compétente aujourd'hui. Comment aujourd'hui on peut parler au nom de l'Europe, en une seule voix par rapport aux autres puissances internationales, par rapport aux États-Unis, qui jouent sur nos différences, que ce soit également d'autres pays comme la Chine ou d'autres. Après, il y a un deuxième point, on a fait l'Europe économique. Maintenant, où en est-on avec l'Europe fiscale, l'Europe sociale aujourd'hui qui donne du sens. Il y a des avancées également avec le secrétaire d'État Camille Gira qu'on déplore et qui a quand même essayé d'apporter quelque chose de tout à fait innovant en matière européenne, c'est d'appliquer le droit du voisin dans un autre pays membre pour justement rayer les inégalités et pouvoir aujourd'hui rapprocher l'Europe du citoyen. Alors comment l'Europe aujourd'hui arrive d'une façon très concrète aujourd'hui à évoluer dans ces domaines? Alors sur la première question, effectivement, au niveau chef d'État, vous avez le président Tusk, au niveau ministériel, vous avez la haute représentante qui, tous deux, à leur niveau, représentent l'Union européenne dans le monde. Encore faut-il qu'ils aient une position commune, agréée par les 28 États membres, et ce qui n'est pas toujours le cas, parce que la politique étrangère, ça reste un domaine sensible. Alors, la question que vous ne posez pas, mais qui est en filigrane, c'est alors est-ce qu'il faudrait passer à la majorité qualifiée pour les décisions de politique étrangère? Alors je vais peut-être vous surprendre, mais moi je ne le pense pas, parce que je crois que la Commission a proposé de manière progressive de, par exemple, passer au vote à majorité qualifiée pour les sanctions. Mais justement, si vous prenez la Russie dont on a parlé, si vous pouviez adopter les sanctions à la majorité qualifiée, ça serait très confortable pour tel ou tel État membre de voter non. Hein, donc il pourrait voter non sans conséquence, puisqu'il y aurait une majorité qualifiée en faveur. Donc pour eux, ce serait tout bénéfice. Ils ne bloquent pas l'Europe, mais ils gardent des relations privilégiées avec la Russie. Donc justement, pour moi, le besoin d'avoir un consensus, ça a forcé les 28 à rester unis. Donc moi, c'est pour ça que je pense que garder la règle de consensus en politique étrangère, ça fait du sens, surtout dans un domaine où on parle de souveraineté vraiment profonde de nos États membres. Encore faut-il qu'il y ait, comme le prévoit le traité, une coopération loyale. Donc, il ne faut pas non plus être dans une situation où un État membre puisse bloquer de manière systématique des positions communes européennes. Sur la deuxième question, je dois un peu avouer mon ignorance sur l'applicabilité du droit du voisin, mais je crois que dans la mesure... moi, je vois ça plutôt comme des coopérations renforcées entre groupes d'États membres qui restent possibles dans le contexte du traité européen, dans le cadre des limites fixées par le traité. Mais je crois que rien n'empêche, surtout dans une Europe à 28, que certains États membres qui sont frontaliers, enfin voisins, puissent vouloir aller plus de l'avant que ce qui se fait au niveau européen. S'il n'y a pas tout de suite une question, j'en profite alors d'en poser une moi. Si on revient un peu sur le rôle des institutions, j'aimerais bien avoir un peu votre opinion sur une proposition qu'a fait le président de la Commission européenne, M. Juncker, en 2017 lors du discours sur l'état de l'Union, et qui d'ailleurs a aussi été repris par la jeunesse européenne lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ici même il y a quelques semaines. Il s'agit en fait de fusionner les présidences du Conseil européen et de la Commission européenne. Ce serait peut-être... Ah, pardon. Ok, voilà. Bon, c'était déjà fait. Mais comme je l'ai dit, lorsque le Conseil européen l'année passée a parlé de toutes ces questions institutionnelles, il n'y en a pas un seul qui mentionnait l'idée de fusionner les deux postes. Voilà. C'est toujours un critère pour plus de crédibilité, justement, et plus de démocratie. Peut-être Madame a une réaction à ça. Je suis vraiment désolée de revenir sur ce sujet, mais j'ai quand même un petit problème avec tout ça. Parce qu'on est finalement, l'Europe dont vous parlez, elle représente quoi? Une association, je dirais quelque chose. C'est pas du tout mon opinion. Hein. Personnellement, j'ai travaillé pour l'Europe, j'ai écrit un certain nombre de lois pour l'Europe, donc c'est pas du tout, si vous voulez, je connais vraiment bien son fonctionnement. La question n'est pas là, c'est parce que il faut l'Europe politique, puisque c'est les États membres qui la font, c'est nos présidents, nos ministres, nos rois, nos reines, au choix, hein, comme vous voulez dans chacun pays.
Qu'est-ce que vous essayez de faire exactement? C'est quoi l'avenir que vous voulez pour nous? Vous voulez quoi? Une association, un club avec un membership un peu moins bien, un peu plus encore, dépendant de ce qu'on a comme pouvoir, comme argent, comme nombre de membres? Ou est-ce que vous voulez vraiment, je dirais, aller vers ce que finalement les citoyens demandent, et c'est difficile parce que c'est générationnel, parce qu'on a une histoire, parce qu'on a 2000 ans d'histoire, on a tous des histoires où on s'est tous entretués, d'ailleurs pendant des siècles, etc. Parce que vous rendez bien compte à un moment donné qu'un club, ça marche pas. Je veux dire, on a intégré l'Europe au fur et à mesure à partir de 56, de plus en plus, petit à petit. C'est comme ça qu'on l'a construit. C'est là où on en est arrivé aujourd'hui. Parce que si en 56, on avait dit aux gens, surtout après la guerre, écoutez, les Allemands et les Français, vous allez faire une armée commune, vous parlez la même langue, vous envoyez vos enfants dans les mêmes écoles, vous croyez que la réponse aurait été quoi exactement? Ça ne serait jamais arrivé. Et aujourd'hui, moi, le sentiment que j'ai, c'est que finalement, vous faites demi-tour. C'est-à-dire que le club des États membres, c'est ce que vous cherchez à faire. Et il n'y a aucun mouvement vers l'intégration qu'on a construit durement et qui aujourd'hui fait qu'on vit bien. Parce que les lois sur le travail en Europe, c'est aussi la Commission qui les a fait, le Parlement qui les a votées, le fait qu'on ne peut pas travailler plus de 40 heures. Les lois sur la finance qui gouvernent tous les citoyens européens et tous les droits qu'ils ont aujourd'hui, je dirais, de parler à leur banque et de leur dire on n'est pas d'accord, c'est l'Europe qui l'a fait, c'est le Parlement, c'est les gens des États membres qui ont travaillé pour le faire ensemble, mais c'est le Parlement qui a fini par le voter, c'est la Commission qui l'a mis en place, etc., etc. Et on peut rentrer dans tous les domaines, que ça soit la pêche, les voitures, le fait qu'on puisse acheter une voiture en Allemagne et on utilise, je dirais, je sais pas, le contrôle technique qui est valable, etc., etc. Ça, c'est le monde dans lequel les jeunes vivent. C'est même pas moi, c'est mes enfants. Et vous continuez à nous présenter un monde de présidents de la République élus, si vous voulez, et qui s'occupent de leurs histoires et de l'histoire de l'Italie et de la France en 1850. C'est quoi que vous essayez de nous montrer exactement? Je pense que c'est la question que vous devriez vous poser. C'est une question générationnelle et de futur. L'Europe a été visionnaire en 56, elle l'a été encore plus en 92 et encore plus quand elle a pris l'Europe de l'Est. Vous l'avez fait, ça a été dur. On y est. Si la seule chose que vous nous proposez, c'est on va essayer de gérer au quotidien notre vie pour essayer que tout le monde soit content, ça va pas marcher. C'est pour ça que l'Angleterre est partie. L'Angleterre, ça fait depuis 74 que tous les jours on leur explique, c'est la faute de l'Europe. Rien de ce qui se passe en Angleterre, ça n'a été fait par l'Europe, ça a été toujours fait par le gouvernement britannique. Vous avez eu le Brexit, parce que dès que ça n'a pas marché, les gens ont dit, on veut notre souveraineté. Je veux dire que j'ai un peu du mal avec votre dichotomie entre la gentille commission, le gentil parlement et les méchants États membres, nous et vous, le club des États membres et les citoyens. Je suis désolé, le Conseil, c'est 28 chefs d'État ou c'est 28 ministres démocratiquement élus. Alors, vous avez une vision plus fédérale de l'Europe. Très bien, c'est votre droit. Mais moi, je vous repose la question, est-ce que vous voyez beaucoup de pays où les citoyens élisent des zones politiques fédéralistes? Moi, je constate plutôt l'inverse. Vous dites nous et vous, mais nous sommes, je dirais, l'expression du vote des citoyens. Donc, les citoyens élisent leurs ministres, élisent leur parlement, élisent leurs parlementaires nationaux et européens. Et c'est eux qui font l'Europe. C'est pas nous. Moi, je comprends pas cette dichotomie. Et vous parlez du rôle du Parlement européen, qui est important, mais chaque loi est aussi approuvée par le Conseil des ministres, ce qui me paraît tout à fait normal. Il y a cette double légitimité, le Parlement européen directement élu et le Conseil des ministres qui représente 28 gouvernements démocratiquement élus. Donc si demain, lors des prochaines élections européennes, les 27 élisent des partis fédéralistes, alors bien sûr, ça changera la direction de l'Europe, mais on peut en douter. Oui, c'est ce que moi je voulais souligner, c'est effectivement ça, qu'il y a un manque de vision. Vous aussi, vous avez très bien expliqué la situation et c'est ce qui s'est passé dans le passé justement, mais quelle est la vision des États membres, puisque vous représentez les États membres, pour le futur? Et il est vrai, généralement, dans les États membres, on a maintenant la perception, c'est un État qui commande ou deux États qui se mettent ensemble, ce sont eux qui poussent leurs projets et leur politique. Et il y a un manque d'Europe. Mais
enfin, moi je ne parle pas pour les 28 pays, mais je peux partager. Non, il n'y en a plus 28. Ouais, encore. Mais je peux vous plutôt dire ce que mon chef en pense. Et on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Enfin, moi, je suis forcément d'accord. Mais lui, sa perception, c'est qu'il ne s'agit pas d'offrir aux citoyens une grande vision de long terme avec une armée fédérale et des choses qu'on puisse faire dans 20 ans ou dans 30 ans. Lui, il dit, voilà, si vous regardez les sondages et vous demandez aux gens qu'est-ce qui vous préoccupe, ils ne vous disent pas c'est la fusion des 2 postes de président, c'est avoir une armée européenne. Ils vous disent c'est la migration. Dans tous les pays, depuis 3 ans, quand vous demandez aux gens... Vous n'avez pas su résoudre le problème. Avec une vision, peut-être, on aurait pu le faire. Mais moi, je contesterais l'idée qu'on n'a pas réussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crise de la migration. Vous regardez en Italie. Non, mais je parle en termes de fait. Alors, il y a une crise politique. Il y a des hommes politiques ici ou là qui utilisent la migration et la crise de la migration comme cheval de bataille pour gagner les élections. Donc, il y a une crise politique. Mais en réalité, si vous expliquez aux citoyens qu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de gens qui arrivent tous les jours en Europe, c'est plus bas qu'avant 2014, je crois que factuellement, on a réglé la crise de la migration. Et ceux qui sont présents. Ceux qui sont présents. C'est pas seulement la migration, mais aussi le status quo. Mais ceux qui sont présents, soit ils peuvent bénéficier d'un droit d'asile et ils restent en Europe, soit ils ne bénéficient pas du droit d'asile et ils doivent être renvoyés dans leur pays d'origine. C'est la théorie. Mais non, mais vous avez raison, c'est aussi une des faiblesses qu'on a vues au cours de ces dernières années, que je crois qu'en moyenne, moins de 30% des décisions de renvoi dans le pays d'origine sont effectuées, pour un tas de raisons. En particulier, parce qu'il faut que le pays d'origine accepte de les reprendre. Et là aussi, c'est une piste sur laquelle on travaille. Hein, on travaille avec ces pays en leur disant, voilà, nous sommes votre premier partenaire commercial, on est votre premier donateur de coopération au développement. Essayons aussi d'avoir une coopération dans le domaine de la migration. Et donc, si un de vos nationaux vient de manière illégale en Europe et qu'il est débouté du droit d'asile, vous devez reprendre votre citoyen. Excusez-moi de vous contredire, mais je trouve que le problème de l'immigration est encore avec nous. Regardez l'Italie. Pourquoi ces partis politiques, il a doublé, pas un peu plus, les gens qui votent pour eux, c'est parce qu'il y a un gros problème de l'immigration. Et je trouve que le problème, c'est que la Commission a essayé le burden sharing, mais malheureusement, les États membres ne veulent pas le burden sharing. Il y a beaucoup d'États membres qui ont dit non. Et alors, bien sûr, on peut comprendre que les citoyens des pays membres qui sont en première ligne, ils pensent, et je pense qu'ils sont corrects, qu'il n'y a pas de support des autres pays. Je vous donne un exemple. Il y avait le bateau dans la Méditerranée. Il a resté 3 semaines, même plus, je pense, 3 semaines pour voir qui peut prendre cette cinquantaine de personnes. Alors, où est le burden sharing? C'est ça que voient les citoyens, que les États membres, ils ne pratiquent pas ce qu'ils veulent. Ils disent beaucoup de choses. La Commission a essayé beaucoup, mais elle ne peut pas imposer. La Commission ne peut pas imposer aux États membres de faire le burden sharing. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et puis, c'est à la toute petite Malte, qui est le plus petit pays de l'Union européenne, qui a pris la plupart des gens. C'est ça le problème. Je trouve que le problème de l'immigration est encore avec nous. D'abord, ne vous excusez pas de ne pas être d'accord avec moi. Non, mais quand je dis que la crise de la migration a été réglée, je ne veux pas parler de la crise politique liée à la crise de la migration, mais le fait est qu'aujourd'hui, en moyenne, vous avez 2000 personnes qui viennent en Europe par mois. 2000 personnes, c'est rien. Ensuite, vous parlez de burden sharing. Mais il y avait un consensus au sein des États membres de le faire de manière volontaire.
Et 28 États membres ont dit qu'ils étaient prêts tous à le faire de manière volontaire. Et puis la Commission a proposé un système où la relocalisation était obligatoire. Et là, il y a un certain nombre de pays qui, pour des raisons historiques et culturelles, ont dit non, on ne veut pas que Bruxelles nous impose par une équation mathématique que moi je dois prendre 4000 personnes. Et c'était ça la source du différent. C'est le fait d'avoir eu un système qui soit obligatoire. Mais pourquoi non? Il y a beaucoup d'autres choses qui sont obligatoires. Parce que pour un certain nombre, enfin, on peut avoir les positions qu'on veut, mais un certain nombre d'États membres nous ont dit on est prêt à prendre des réfugiés qui arrivent en Italie, on est prêt à prendre des réfugiés qui viennent en Grèce, mais on veut que ce soit fait. Pour mon opinion publique, j'ai besoin de dire que je le fais de manière volontaire, pas parce que Bruxelles l'impose. Et c'est ça la source du différent, qui maintenant est devenue une crise politique, puisque certains partis politiques ont été ravis de ça. Pour eux, grâce aux quotas obligatoires, ils sont devenus très populaires. Ils ont pu aller devant leurs électeurs et dire voilà, Bruxelles, il veut nous imposer des migrants. Et alors, ils ont gagné les élections. Oui, je voudrais aussi ajouter qu'en réalité, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Si on regarde un tout petit peu en arrière, l'Union européenne n'existe pas depuis longtemps, puisqu'en fait l'Union européenne, elle n'existe que depuis le traité de Maastricht. Le marché commun existe depuis 1957. Combien de temps a-t-il fallu aux États-Unis d'Amérique pour devenir les États-Unis d'Amérique? 2 siècles, je crois. Donc ça devrait nous laisser une petite marge de progression. Bien sûr, moi je suis impatiente. Je suis impatiente qu'on arrive à résoudre des tas de problèmes ensemble, des problèmes qu'on ne peut pas résoudre seul. Mais pour ça, il faut d'abord arriver à convaincre, à mon avis, les populations. Et il y a effectivement un gros travail de communication et d'information. Parce que si on convainc les populations, alors les personnalités politiques qui les représentent vont être obligées de s'intéresser à l'Union européenne. Ils vont être obligés de comprendre comment l'Union européenne fonctionne. Et chaque fois qu'il y aura des problèmes, ils sauront aussi réfléchir et dire, voyons, est-ce que c'est plus facile de les résoudre au niveau national ou est-ce que c'est plus préférable de les résoudre au niveau européen? C'est toute une éducation, mais pas seulement des personnalités politiques, de tous les peuples européens qui doit se faire dès l'école. Très bien. Oui, je pense que c'est fondamental. C'est dès l'école qu'il faut donner aujourd'hui cette appartenance européenne. Bon, c'est important. Pour la vision, c'est la vision des pères fondateurs. Schuman, Monnet, et je pense que si on arrivait déjà à appliquer leur programme, ce serait déjà une avancée. Maintenant, la question, c'est de dire, au niveau politique, il y a une crise de confiance. Alors, je voudrais voir un petit peu où on en est avec les initiatives citoyennes européennes qui ont eu du succès pour mieux vivre ensemble. Comment aujourd'hui, voir comment on peut fédérer des peuples autour de projets. Alors le projet, c'est une Europe, on a vu Schengen, on a vu l'euro, tout le monde n'a pas suivi. Est-ce qu'on peut avoir d'autres sujets pour fédérer donc une Europe sur projet à plusieurs vitesses peut-être, qui puisse faire en sorte qu'on avance dans l'intérêt des citoyens. Et je pense dans cette région transfrontalière où le Luxembourg, où la grande région est au cœur de l'Europe aujourd'hui, c'est une belle expérimentation, voir comment on peut lever les obstacles aux frontières pour mieux vivre ensemble. Encore une fois, je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites, mais je me souviens lorsqu'on préparait la réunion de Bratislava dont je vous ai parlé, alors je vous raconte une petite histoire. Donc, au sein de notre cabinet, on avait un peu une discussion, comme vous venez juste de le dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un projet qui inspire un peu les gens? Alors, et on donne toujours l'exemple du roaming, donc on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup consulté. On a eu des idées ici ou là de, par exemple, promettre qu'en 2020, il y aurait un Wi-Fi gratuit partout en Europe, ou de promettre qu'en 2020, il y aurait le 5G partout. Enfin, on essayait de réfléchir
à des concepts qui pourraient être, enfin, des projets qui puissent montrer aux citoyens que l'Europe peut changer de manière positive vos pays. Alors, la réaction de mon chef, ben, je ne peux pas vous la dire mot à mot parce que c'est un débat public, mais en gros, il nous a dit de manière un peu directe que vous êtes complètement à côté de la plaque. Et selon lui, ce que l'Europe, ce que les citoyens ont besoin de maintenant, selon lui, c'était qu'on réponde aux crises auxquelles ils font face. Donc c'était, comme je l'ai dit, réagir maintenant sur la migration, faire plus en matière de sécurité. Comme je l'ai dit, apporter des vraies solutions aux vrais problèmes. Alors, mais encore une fois, ça n'empêche pas qu'on avance sur des projets, notamment entre plusieurs pays frontaliers. J'ai juste un peu, mais c'est mon opinion personnelle, un peu de doute sur aller trop loin dans l'Europe à plusieurs vitesses. Je pense que, alors qu'un pays quitte l'Union européenne, alors que et plusieurs ici y ont fait référence des tensions entre différents États membres, pour moi, je ne suis pas sûr que le meilleur message soit de dire allons de l'avant en petits groupes, mais essayons au contraire de garder les 27 unis. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre chef, alors. On ne doit pas réagir, on doit anticiper, je pense. On doit avoir une véritable ambition dans l'intérêt du peuple européen. J'ai l'impression à vous écouter que tout va bien. Ça va pas bien. En mai 2005, la France a rejeté par référendum la position de traité de constitution. En 2015, on a refait un sondage en France. C'était plus 54% qui rejetaient, c'était 67%. C'était en mai 2015. J'ai un peu peur pour mai 2019, pour être franc. Maintenant, je crois que l'Europe doit défendre ces gens et ces sociétés. Les deux sont très liés. Ces entreprises, j'entends. On vient de parler de Tom et de Siemens. Vers quelque chose qui est, à mon avis, supérieurement important et qui donne une image négative de l'Europe, de l'Union européenne, c'est le comportement vis-à-vis des États-Unis sur la question iranienne. Comment se fait-il que toutes les sociétés européennes doivent quitter un petit pays, c'est peut-être quelques pourcents de PIB, mais doivent le quitter sur un diktat d'un autre Donald? Je ne comprends pas. Ça, je trouve qu'il faut rester très proche de ces peuples. Pour information, quand même, le PIB américain, 18 000 milliards de dollars. Le PIB européen, c'est 10 000 milliards de moins, 17 000 milliards. C'est rien. C'est-à-dire que la puissance économique européenne est semblable à l'américaine. Elle est 4 fois supérieure à la chinoise et 10 fois supérieure à la russe. Mais quand même, on est un nain politique. Merci, mais je n'ai pas dit que tout va bien. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'à force de dire qu'à cause de l'Europe tout va mal, il ne faut pas être surpris par les résultats des élections ici ou là. Pourquoi ne pas dire qu'on a une croissance économique depuis 10 ans, que jamais l'emploi a été aussi élevé que depuis 10 ans? Pourquoi toujours essayer de dire que tout va mal quand finalement, ici ou là, l'Union européenne peut aider? Vous avez parlé de l'accord avec l'Iran. Alors, l'Union européenne reste en soutien à l'accord qui a été conclu. Maintenant, il y a une réelle réalité qui est que la plupart des échanges commerciaux sont libellés en dollars. Et donc, c'est pour ça que pour les grandes entreprises européennes, elles sont effectivement sous la menace de contre-sanctions américaines. On trouve les milliards pour sauver les banques aux États-Unis. On ne trouve pas les milliards pour sauver les entreprises. Hein? Le problème, c'est que si vous transactez avec l'Iran, même en euros, les États-Unis vont vous mettre sous sanction. Donc c'est les sanctions de l'OFAC, ça n'a rien à voir. C'est pas une question puisqu'aujourd'hui on peut transacter en euros pour acheter du pétrole. Donc le problème, c'est que si la BNP demain fait des affaires avec l'Iran, même si elle le fait en euros, comme elle a des affaires aux États-Unis, les Américains vont la mettre sous sanction aux États-Unis. Donc c'est un petit peu différent. Par contre, je voulais reprendre ce qu'a dit Madame. C'est que, vous savez, nous, là, si on est ici, c'est qu'on s'intéresse à l'Europe, on s'intéresse effectivement aux institutions. Ça fait peut-être partie de nos métiers. On est peut-être des gens qui vivons, je dirais, dans plusieurs pays européens, travaillant dans plusieurs pays européens. Mais la grande majorité des citoyens européens vivent dans leur propre région. Et l'Europe, elle dit jamais ce qu'elle fait dans leur vie, pas la vie de tout le monde, pas notre vie à nous.
Nous, on peut s'en sortir, c'est pas un souci. Mais effectivement, ce que l'Europe apporte aux citoyens dans leur vie quotidienne, et ça, par contre, on ne l'entend pas. C'est toujours, si vous voulez, vous allez entendre le gouvernement français ou le gouvernement britannique ou le gouvernement italien qui va dire, voilà, j'ai passé une loi, maintenant en France, on va pouvoir faire ci, ou maintenant en France, on va pouvoir faire ça. Mais c'est pas eux qui ont passé une loi, c'est une directive européenne ou une régulation qui les a obligés à mettre ça dans leur loi nationale, et les députés sont obligés de le voter. Ça, pourquoi est-ce que ce n'est pas dit aux citoyens de tous les jours? Si, par contre, quand effectivement on n'est pas content, effectivement, comme dit Madame, quand l'Europe impose à la France ou à l'Italie ou à je ne sais qui ou à un autre État membre de faire quelque chose avec lequel ils sont pas d'accord, les méchants messieurs à Bruxelles nous imposent que. C'est ça ce que je reproche au discours européen. Le fait que ça soit sur Internet, effectivement, j'ai vu. Depuis 3 mois, sur Twitter, sur LinkedIn et partout, la Commission et tout le monde est présent. Avant, les gens, ils savaient même pas que ça existait, l'Union européenne. Ils savent pas ce que fait l'Union européenne dans leur vie quotidienne, dans le nombre sur les heures de travail, sur les transports, sur la vie, juste la vie des citoyens. Quand vous allez acheter votre pain, quand vous allez chez le dentiste, quand vous allez, c'est ça. Sur ça qu'il faut communiquer. Et ça, c'est voter au Parlement. Bon, je ne suis pas un spécialiste de communication, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le plus efficace du top-down, c'est plutôt bottom-up. Et ce que disait l'un des membres du public sur le rôle de l'école, à cet égard, moi, ça me paraît tout à fait intéressant. Mais je pense que c'est plus à ce niveau qu'on doit faire de l'information et de la communication. Alors, les campagnes de communication faites par Bruxelles sont utiles, mais je pense qu'elles sont beaucoup moins efficaces que ce qui peut être fait au niveau local et aussi, encore une fois, comme ça a été dit, au niveau des écoles. Oui, je voudrais juste dire que dans la perspective des élections européennes prochaines, je crois que chacun d'entre nous ici présents et ceux qui ne sont pas présents mais qui connaissent assez bien l'Union européenne, s'y intéressent et sont convaincus qu'elle doit absolument progresser pour le bien de tous, eh bien, ils doivent agir à leur propre niveau en expliquant au maximum à tous ceux qu'ils connaissent, à tous ceux qu'ils rencontrent, à leurs familles, à leurs amis, etc., l'importance de ces élections européennes, pourquoi il est important d'aller voter. Ça, je crois qu'on a tous une responsabilité parce que ça, c'est le moyen justement de faire progresser les choses dans le bon sens et éviter des catastrophes. Et il existe aussi, à l'occasion justement des élections européennes, un site qui, je crois, est fait, je ne sais pas si c'est le Parlement européen ou la Commission européenne, mais ça s'appelle ce que l'Europe fait pour moi. C'est EU and Me. Et tout le monde peut aller consulter et vous pouvez aller voir, région par région, les réalisations qui ont été notamment partiellement financées par l'Union européenne dans vos pays et dans vos régions respectives. Juste un petit complément. Les nationalistes, ils ont des solutions très simples à des problèmes complexes. Moi, j'ai toujours appris qu'un problème complexe, c'est une somme de problèmes simples. Peut-être qu'on décortiquerait quelques problèmes complexes et on trouverait la solution. Ça serait pas un... Voilà. Encore peut-être une dernière question avant de conclure. C'est pour faire un commentaire. Je ne sais pas ce que le Conseil est en train de faire, mais je sais que la Commission essaye de faire quelque chose. Par exemple, la représentation comme ceci, mais pas seulement ici, même dans des autres États membres, ils font beaucoup de communication pour expliquer. Et aussi, la Commission européenne, elle a c'est ce que nous appelons Back to School, où les fonctionnaires vont dans leur État membre, ils vont dans les écoles, dans leur propre école, expliquer aux élèves. Moi, maintenant, je travaille à la Commission européenne. Moi, j'ai pris des photos de beaucoup de bâtiments ou des avenues qui étaient faits financed by the structural funds, financed by the regional funds. Ça, c'est concret. L'Europe a financé ces trous. L'Europe a financé ces bâtiments. Ça, c'est du concret. Et c'est ça qu'il faut faire. Peut-être la Commission, je dis, elle fait beaucoup, mais peut-être il faut faire plus.
le Digicom, peut-être, il va avoir plus de moyens pour faire plus. Et on essaye de faire quelque chose. Je ne pense pas que le Conseil fait... Je ne pense pas, non? Le Conseil, ils vont essayer d'expliquer. Parce que le Conseil, ils font l'inverse. Quand les chefs d'État, ils vont de leur pays membre, c'est ce qu'on a dit. On le voit dans les journaux. Si c'était un plus, par exemple, on a maintenant le paternity leave, on dit, maintenant, nous allons avoir le paternity leave de 2 semaines. Ils ne disent pas que c'était imposé par l'Europe, non. Mais s'il y a quelque chose, je ne sais pas, les impôts, dit, ça c'était fait, c'est obligé, Bruxelles nous impose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous. Un tout dernier commentaire. En dernier, il y a tellement d'institutions, d'organisations, etc., que c'est très difficile d'expliquer l'Europe aux citoyens. Vous vous cachez derrière le Conseil, je pourrais me cacher derrière une autre institution, mais il y a des choses auxquelles les citoyens n'ont pas participé. Si vous pensez à la crise économique, financière, etc., le nouveau rôle de la Banque centrale européenne, vous allez me dire, elle n'était pas une institution européenne jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Voilà. Mais les gens ont subi les conséquences des décisions aussi de la Banque centrale. Et un exemple, c'est le quantitative easing. Et j'ai trouvé toujours très difficile d'expliquer aux gens, mais ça c'est la Banque centrale, ça c'est le Conseil des ministres ou une autre institution. Voilà, je pense qu'on peut conclure sur ce mot de madame. Je pense qu'on ne peut pas être, bien sûr, on ne va pas refaire l'Europe ce soir. Je vous invite peut-être à continuer le débat avec un petit verre de l'amitié en vous remerciant, Monsieur Gillison, ce soir pour toutes vos réponses. Voilà, merci beaucoup. Avant que vous partiez, je vous donne aussi rendez-vous, avant que vous partiez, peut-être le prochain rendez-vous de ce cycle aura lieu le 5 mars. À 5h30 ici à la Maison de l'Union européenne, et ce sera avec l'Office des publications. Il y aura le directeur général, M. Strohmayer, qui prendra la place de M. Gillison. Merci beaucoup.